Monsieur Verdier, elle les fera? Les 5%, votre candidate Anne Hidalgo, elle les fera à la présidentielle? Mais bien sûr qu'elle les fera, les 5% à l'élection présidentielle. Elle les fera si elle arrive vraiment, encore une fois, à présenter ce qu'elle est, son projet, comment elle entend le réaliser, avec qui. Elle a besoin d'une exposition. Moi, je suis... Alors, on peut être critique sur certains aspects de la campagne, mais je ne vais pas un peu plus l'accabler. Mais on a un véritable projet. Ce qu'elle porte sur la retraite est radicalement différent de ce que portent certains candidats, notamment le président sortant. Et quand les Français prendront conscience de ça, je pense qu'un certain nombre de socialistes qui ont vocation aujourd'hui à voter Macron se diront mais quand même, si je veux que la réforme des retraites soit plus douce, j'ai plutôt intérêt à faire en sorte que la gauche soit forte et que donc Anne Hidalgo le soit aussi. Donc oui, elle fera 5%, je n'en doute pas une seconde. Et puis après, il nous appartiendra quand même de reconstruire. Comment vous expliquez sa faiblesse actuelle dans les sondages? Parce que là, ça décolle vraiment pas, quoi. Écoutez, si vous avez 2h30, on pourra... Non, peut-être pas, mais 2 minutes. Il y a des tas d'explications. Moi, je partage beaucoup l'analyse de Carole Delga, mais d'abord, je pense qu'on n'a pas fait la vraie analyse, le vrai bilan des 5 ans de François Mitterrand, qu'on était déjà un peu en panne de réflexion. C'était ce que portait parfois Nicolas dans certains congrès, en disant attendez, on est un peu feignant intellectuellement, on se contente d'être dans l'alternance, de gagner des élections parce qu'on ne veut plus de la droite, mais on n'a pas su renouveler le logiciel, je ne sais pas comment il faut dire, et aujourd'hui on le paye. Et pourtant, on le paye Hidalgo cash. avait de vraies propositions. Elle est maire de Paris, elle a eu des propositions pour les professeurs, elle a eu des propositions très claires sur des enjeux, y compris d'écologie, de pouvoir d'achat, etc. Typiquement, moi je suis très sévère sur le timing et la façon dont elle présente les annonces sur les professeurs. Le vrai sujet, quand on veut être président de la République, c'est quelle éducation on veut, quelle priorité on donne à l'éducation nationale, et après, effectivement, quelle rémunération pour les professeurs. Mais si on fait comme certains, et notamment le président sortant, qu'on avance que sur des mesures catégorielles, en allant chercher les uns les autres, sur des mesures qui parfois les font ricaner. Moi, pour échanger avec des professeurs, je ne pense pas qu'on les ait convaincus en leur disant on va doubler votre salaire. Il fallait d'abord parler d'éducation, puis après, d'avoir un projet global, y compris sur le financement, le chiffrage des projets. Les Français ne croient plus en ces éternelles promesses qu'on n'est pas capable de réaliser. Donc on n'a pas su... En même temps, c'était pas totalement incohérent, sa proposition pour l'école, puisque dans les autres pays européens, les professeurs sont beaucoup mieux payés qu'en France. Oui, mais vous pouvez avancer les mêmes choses sur la question de la santé, des infirmières, des aides-soignantes, des médecins et autres. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir un projet de société avant d'annoncer des mesures partielles sur certaines catégories et qu'on explique comment... C'est vraiment le modèle de société qu'on veut. Et puis après, on dit comment on peut l'atteindre. Allez, une question sur les législatives. Alors, juste avant, petite parenthèse, Auxerre vient de marquer. Bref. On rappelle que vous parlez du match olympique contre l'AJ Auxerre. Excusez-moi, c'est aussi mon métier. Allez-y, Thierry. La mère des batailles pour le PS, maintenant, bon, on va pas se mentir, c'est pas forcément la présidentielle, c'est plutôt les législatives. Comment on peut sauver les meubles pour les législatives au Parti Socialiste? Et question corollaire, qui serait pour vous le candidat ou la candidate idéale sur la 6e circonscription, celle d'Uzès? Bon, je sais déjà que le meilleur candidat sur la 4e circonscription qui m'est cher, c'est Arnaud Bord, et j'espère qu'il saura rassembler la gauche autour de lui, qu'il va y avoir Cathy Guyot qui peut tirer son épingle du jeu. Sur la 6e, moi j'entends bruisser beaucoup de noms, notamment une jeune personne qui semble-t-il est talentueuse, qui serait issue du Parti radical de gauche, mais encore une fois, le seul sujet, c'est qu'il y ait un candidat unique de la gauche, sinon... Très honnêtement, j'irai faire le marché d'Uzès, mais pas pour distribuer des tracts, pour continuer à les saluer mes amis uzéciens, parce qu'on perdra notre temps. On a déjà fait une erreur qu'on paiera aux législatives, même si on est unis, c'est de partir divisé à l'élection présidentielle. Je sais que tout le monde ne partage pas autour cette analyse, mais à minima, l'union, et puis après, quel que soit le ou la candidate, moi je serais... Pourriez faire campagne pour Denis Lannoy, du Parti communiste, puisque c'est lui qui est annoncé sur la 6e circonscription. Mais si c'est le candidat... S'il y a une union, si c'est le candidat de la gauche, je ferai campagne aux côtés de Denis, que j'apprécie par ailleurs, sans aucun état d'âme, sans aucun problème. C'est un garçon investi, c'est un vrai militant, mais il faut qu'il y ait l'union. Mais encore une fois, je dis à mes anciens camarades de jeu, mais enfin...
on est quand même la gauche la plus bête du monde, parce qu'aujourd'hui, on compte des petits pois face à un président qui se promène, et après on se dit, mais comment on peut sauver les meubles aux élections législatives ? J'ai bien peur que ce soit trop tard. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que je m'investirai fortement pour Arnaud Bord sur la 4e circonscription, où je conserve quelques relais, où j'ai beaucoup travaillé, et puis après on verra sur la 6e qu'est-ce qui viendra. Allez, dans quelques instants, Thierry, je vous redonne la parole. Vous parlerez de l'actualité locale du côté d'Uzès. Mais Nicolas Cadenne, je vous donne la parole. Votre question à notre invité. En fait, elle rebondit sur la question des législatives, mais Fabrice en a déjà un peu parlé. Comment analyser cette faiblesse assez considérable de la gauche aujourd'hui dans cette élection présidentielle et ce refus de part et d'autre d'une unité, d'une union de la gauche? Un discours défaitiste ambiant ce soir, quand même assez parlant. On aura le discours non, plus positif. Défaitiste ambiant, non, mais moi je pense qu'il faut savoir à un moment donné être un peu lucide. Moi je suis lucide par rapport à l'état du Parti Socialiste et de la candidate que je soutiens. Je pense qu'encore une fois, on a raté un certain nombre d'étapes nécessaires, qu'il y a des initiatives, notamment dans les territoires, et Carole Delgan est une bonne illustration, où on a démontré notre capacité à travailler avec toute la gauche, à l'exception, je vous l'accorde, de la France insoumise, mais bon, ce travail collectif, ce bilan avec quelqu'un dont le leadership n'est revendiqué plus par personne, parce qu'on considère qu'elle est légitime, qu'elle a la capacité à entraîner, à fédérer une équipe. On a une équipe, un leader, un projet et un bilan, mais quelque part ça fonctionne. Je crois que les électeurs de gauche, ils sont dans l'attente de mesures très concrètes, de savoir vers quoi on veut les amener, des mesures concrètes qui changent leur quotidien, ou en tout cas qui ont la capacité à changer à moyen terme leur quotidien. Le match sera peut-être davantage ouvert en 2027 ? Je pense qu'effectivement, en 2027, le match sera très ouvert. Des oppositions personnelles. Alors, c'était une question. Pardon, mais allez-y rapidement, Nicolas. Rapidement, parce qu'on a encore pas mal de questions. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui se sentent un peu... qui comprennent pas ce sectarisme de certains candidats qui veulent pas s'unir. Quoi qu'il arrive, ne veulent pas s'unir. Là, on parlait donc des régionales où il y avait effectivement pas une union complète de la gauche. Est-ce que c'est vraiment pertinent ? Mais je pense qu'effectivement, quand on est de gauche, on devrait être réconciliable, comme disait l'autre. Je ne le pense pas. Voilà. Parce que quand la gauche a été en responsabilité, on voit quand même le bilan qu'elle a pu aussi laisser. Enfin, moi, on va parler de la retraite avec nos camarades insoumis, mais moi, François Hollande, on peut critiquer beaucoup de choses. Maintenant, à 60 ans, les carrières longues, on partait à la retraite. Ce qui n'est plus le cas sous Emmanuel Macron. On la voit, la différence. Donc je crois qu'il faut à nouveau, encore une fois, se rassembler, accepter nos différences. Enfin, je sais d'ailleurs, comme la droite doit être capable et en train d'accepter ces différences, on ne demande pas d'avoir une pensée unique, mais je pense qu'on doit travailler collectivement. On appelait ça la gauche plurielle. Alors après, c'était plus la mode, mais je trouve que le terme était intelligent. C'est chacun sa singularité sur une ambition commune, et derrière on peut changer les choses, et on pourrait reparler par exemple du bilan de Lionel Jospin, dont on est tous les uns et les autres fiers. Et bien tout le monde y avait participé, le Parti communiste, les écologistes, et aujourd'hui on est un peu nostalgique. C'était il y a 25 ans, Monsieur Verdier. Ben oui, mais il y a des méthodes qui sont historiquement, qui fonctionnent, vous savez. Mais le monde a peut-être un peu changé. La question de Nicolas Pellegrini. Moi c'est une question un petit peu plus locale, hein. Vous êtes le président de la communauté de communes du pays d'Uzès. Je voulais parler de la ZAC des Sablas, zone d'activité des Sablas. J'avais posé une question. J'aurais pas le faire. Navré, désolé. Ce sera pour une autre fois. Le temps file. Allez, mais voilà, donc c'est donc une zone d'activité qu'il y a entre Uzès et Montarin. En fait, je voulais simplement vous demander si plutôt que d'artificialiser des sols qui auraient pu être utilisés pour l'agriculture ou l'élevage, pourquoi est-ce que vous n'avez pas, par exemple, pris en charge sur des zones qui étaient déjà artificialisées et qui avaient vocation à être des zones industrielles, artisanales, comme la Mèze, par exemple ? Le Mas de Mèze. Monsieur Pellegrini, je vous consacrerai une demi-journée, on ira rencontrer les vrais acteurs sur le territoire, et vous comprendrez que les éléments qu'on vous donne sont des contre-vérités. D'abord parce que ce qu'on appelle la requalification des zones industrielles, on le fait à travers le Mas de Mèze. Les Sablas, c'est 10 hectares et pour le moment une première tranche de 3 hectares et demi. 3 hectares et demi. Où il n'y a jamais eu d'agriculture. D'ailleurs, une des opposantes qui m'avait sollicité en disant « Mais je veux à tout prix un rendez-vous, monsieur Verdier, c'est scandaleux. On pourrait faire de l'agriculture au Sablas, ce que personne ne veut faire. » J'ai dit « Écoutez, moi, je vous reçois quand vous viendrez avec des porteurs de projets, des jeunes agriculteurs, et on leur trouvera une solution. » Elle n'est jamais venue avec des agriculteurs. Par contre, nous,
au lieu de gesticuler comme certains le font, on agit. Quand on installe des sablasses où on va créer de l'emploi, et je pense que quand on est à gauche, on pense que le travail est incontournable, c'est une condition de dignité, et que moi, mon travail, c'est d'offrir des emplois à tous sur ce territoire de l'Uzès qui est aussi touché par le chômage, et que par ailleurs, sur la question agricole, nous, on va sanctuariser les bonnes terres agricoles, on a une politique volontariste, puisqu'on a un partenariat avec la SAFER, la communauté de communes achète des terres pour les mettre à disposition de jeunes agriculteurs, et moi, j'ai presque envie de dire que mon problème aujourd'hui, c'est que je manque de candidatures. Et je manque donc de futurs agriculteurs et agricultrices. Parce que les terres, nous sommes en train de constituer un portefeuille foncier pour les mettre à disposition de jeunes ou pas jeunes agriculteurs. Parce que parfois, dans une deuxième vie professionnelle, on peut faire agriculteur. Allez, 2-3 questions rapides, s'il vous plaît. Thierry, et des réponses plus courtes. Ouais, Monsieur Verdier, merci. Alors oui, on va rester sur le local avec un projet qui est très attendu sur votre territoire, celui de la piscine intercommunautaire, qui est passé il y a peu en conseil communautaire, justement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Nous allons désigner je vais très vite, on va désigner les architectes, le cabinet d'architectes, je l'espère, d'ici 3 mois pour un premier plongeon où Objectif Gard sera invité, je l'espère, en septembre 2025. L'objectif, c'est effectivement de faire une piscine pour que tous les gamins de mon territoire puissent rentrer en 6e en maîtrisant la natation et la nage. Et même question sur le projet de parc naturel régional. On sait qu'il y avait des discussions sur le portage, sur la gouvernance de ce futur PNR. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on touche au but ? Je ne crois pas qu'on touche totalement au but. Les discussions continuent. C'est un projet qui est un peu clivant sur le territoire. Il faut qu'on soit lucide. Nous, on y participe parce qu'il nous paraît intéressant. On pense qu'il serait plus opportun de le recentrer autour du pont du Gard et Uzès, puisque ce territoire a une réalité géographique, historique, patrimoniale. Et d'exclure la partie qui est plus au nord, le Gard rhodanien par exemple. Tout à fait, on pense qu'on est allé trop loin, que ce territoire est trop vaste et qu'on nous explique qu'un PNR doit être aussi un projet de territoire et donc il faut le faire à la bonne échelle, ce qui n'empêcherait pas d'associer les communes périphériques. La dernière question sur la communauté de communes, peut-être du Pont du Gard ? Oui, on vous a prêté des vues sur cette communauté de communes du Pont du Gard, notamment sur Objectif Gard, c'est votre voisine. Est-ce que c'est à l'ordre du jour ? Et question corollaire, quelles sont vos relations avec votre homologue Pierre Prat ? Elles sont cordiales. Et c'est un bon début. Ce qui chez moi est déjà pas mal, parce que j'ai plutôt mauvais caractère, donc j'arrive à garder des relations cordiales. Je lui fais régulièrement des appels pour qu'on puisse échanger, pour discuter d'un avenir peut-être commun ou pas, mais je pense que, comme on parlait tout à l'heure de la gauche, à minima, les sujets doivent être abordés, donc il faut être en capacité de discuter. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec la CCPG pour discuter. Bon, après, nul n'ignore que certains maires m'appellent et eux veulent discuter, sans pour autant dire qu'ils viennent en Pays d'Uzès, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que nos concitoyens, ils se contrefoutent des limites administratives. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut leur apporter à travers des politiques. Moi, je constate que sur le tourisme, on travaille déjà ensemble. Je constate que certains me parlent d'un parc naturel régional. Monsieur Prat me parle d'un parc naturel régional et d'un projet territorial. Et quand on y est, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir ensemble ? Il ne veut pas le faire. On gère les ordures ménagères ensemble. Donc on fait beaucoup de choses ensemble et que donc on a vocation à discuter simplement dans l'intérêt de nos concitoyens.